Bonjour à tous, voici une vidéo autour de la poésie destinée à ma classe 6033, mais qui peut intéresser d'autres personnes qui auraient à travailler autour de Robert Desnos, du surréalisme, et en particulier d'un poème qui s'appelle J'ai tant rêvé de toi, j'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Ça sonne étrangement dans le contexte actuel, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous aviez des questions à partir de ce texte, on va essayer d'y répondre ensemble, ou en tout cas je vais vous donner des pistes de réponse. Première question, il s'agissait de trouver des champs lexicaux. Vous avez le texte ici sous les yeux, vous remarquez trois couleurs. Ce sont trois champs lexicaux, on pourrait éventuellement en trouver d'autres, mais ces trois-là me paraissent clairement présents. Vous avez en jaune le champ lexical du corps, corps, baiser, bouche, étreignant, donc le fait de prendre dans ses bras, puis le mot corps qui est répété plusieurs fois, le toucher, on est dans les sens, marcher, coucher, sont des actes corporels. Donc on a cette présence du corps de la personne à qui l'on rêve. Un corps vivant, un corps féminin, du moins c'est ce que l'on devine dans ce texte-là, un corps aimé. Ça c'est donc le premier champ lexical qu'on peut trouver. Vous avez également en vert le champ lexical de l'absence de réalité, donc de l'irréel ou du rêve. Tu perds ta réalité. On a le mot rêve qui revient dans J'ai rêvé de toi. On a le fantôme, donc un être qui n'a pas de corps. On a l'ombre, l'apparence. L'apparence, c'est quelque chose qui n'est pas touchable. Même chose pour le verbe hanter. Donc on est dans un vocabulaire ici du monde fantastique, un monde de fantômes, un monde d'ombre, un monde hanté. Ça c'est donc un deuxième champ lexical qu'on peut relever. On constate d'emblée qu'il est en opposition avec le champ lexical du corps qu'on a vu auparavant. Vous avez le corps réel, un corps aimé, avec une dimension amoureuse ou érotique dans ce corps-là, et vous avez l'absence de corps, l'ombre, le fantôme, la non-réalité, l'apparence. Un autre champ lexical qu'on peut voir de manière assez claire, c'est le temps. J'ai tant rêvé de toi. Alors, ce mot temps, T-A-N-T, est lié au mot temps, T-E-M-P-S. Tant rêvé, c'est quelque chose qui revient et qui se répète. Donc, il y a un rapport au temps. Et on a les jours, les années, on a le cadran solaire qui indique l'heure, on a aujourd'hui. Donc on a le temps qui passe comme autre champ lexical. Ce qu'on constate, c'est deux champs lexicaux opposés, et puis entre deux, c'est le champ lexical du temps qui peut-être peut nous expliquer la présence de deux champs lexicaux opposés. C'est parce que le temps éloigne les deux personnes dont il est question dans ce poème-là que le corps réel perd sa réalité et devient quelque chose qui échappe, qui sort de la réalité. Voilà donc quelques premières réflexions. Si je passe maintenant à la deuxième question, celle qui portait sur les figures de style, là aussi on en trouve
un certain nombre. La première, la plus évidente, c'est l'anaphore, c'est-à-dire cette répétition du même motif à plusieurs reprises en début de phrase. J'ai tant rêvé de toi, qui vient donc 4 fois dans le poème. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus. J'ai tant rêvé de toi, tant marché par les couchers, etc. Donc on a cette répétition. Il ressasse. Il rêve beaucoup d'elle. On a aussi plusieurs oxymores, c'est-à-dire des termes opposés qui sont directement rapprochés. Étreignant ton ombre. Essayez de prendre une ombre dans vos bras, vous risquez d'avoir de la peine. L'apparence réelle. L'apparence, c'est justement une vision qui n'est pas la réalité. Donc l'apparence réelle, c'est une contradiction. Ou alors, je dors debout. Il s'agit d'une histoire à dormir debout. Mais normalement, on ne dort pas debout. Donc on a ces chocs entre des mots qui ne vont pas ensemble. Comme on a le choc entre le champ lexical de la réalité corporelle et celui de l'irréalité, de l'apparence du fantôme. On trouve d'autres figures de style. On trouve le haut balance sentimentale qui est en plein milieu du poème, qui crée une sorte de coupure entre la première et la deuxième partie. Ce haut balance sentimentale, on peut dire que c'est une métaphore. Les sentiments qui sont comme une balance qui peine à trouver l'équilibre, ou les sentiments qui passent d'un côté à l'autre et qui sont un peu perdus dans cette situation particulière. On aurait une autre métaphore dans le cadran solaire de ta vie tout à la fin. Je me promène sur le cadran solaire de ta vie, enfin l'ombre se promène, donc la vie de cette personne comme une ombre qui se promène sur un cadran solaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas facile. Une hypothèse qu'on peut faire, c'est que cette personne, si l'ombre se promène sur sa vie et sur le cadran solaire, sur le temps, sur l'heure de sa vie, c'est peut-être que cette personne n'est plus en vie, ou en tout cas qu'elle est absente. Et donc, ce j'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité peut faire référence à la mort de la personne aimée. Tu n'es plus qu'un rêve. La réalité disparaît. Tu es un fantôme. Un fantôme, c'est un être mort, mais encore présent d'une certaine manière. Donc on a, planant au-dessus de ce poème-là, une présence de la mort qui peut l'expliquer. Le poète s'adresse à la femme qu'il aime, mais celle-ci est morte. Si je reviens aux figures de style, je n'ai encore souligné 2. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. Vous remarquez ici la répétition de front, lèvres, lèvres, front, répétition croisée, c'est-à-dire que le premier mot vient ensuite en quatrième et que le deuxième et le troisième sont l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle un chiasme qui permet justement une répétition, une insistance, comme on a déjà l'insistance sur « j'ai tant rêvé de toi ». Donc, il y a une insistance et une opposition entre ton front, tes lèvres, à toi, à la personne à qui le poète s'adresse, et première lèvre,
premier franc venu, on a aussi la répétition de premier, qui renvoie donc à n'importe qui. Et au fond, l'idée c'est de dire que tu es devenu tellement irréel que si tu étais réel, ça ne serait pas si différent de n'importe qui. Et puis, il y a encore dans les figures de style, j'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme. On peut voir ici une gradation, c'est-à-dire on a une liste de plusieurs actions qui sont toujours plus proches de la personne. Marcher, parler, ça implique véritablement une communication, et coucher, ça devient beaucoup plus physique. Et là encore, on a une opposition, coucher avec ton fantôme. Ce qui, là aussi, n'est pas tout à fait possible dans la réalité. Donc on voit que, si on veut faire une petite conclusion globale sur ces figures de style dans ce poème-là, qu'on a une tension entre cette réalité et cette absence de réalité qui obsède le poète, qui rêve tant, beaucoup, qui est prêt à imaginer dans ses rêves qu'il marche, qu'il parle, qu'il couche avec ton fantôme, qui est donc vraiment sous l'emprise d'une obsession. Je ne fais que penser à cette personne absente. Mais à force d'y penser, et on a un paradoxe ou quelque chose qui est contradictoire. À force d'y penser, la personne devient irréelle. Plus j'y pense, plus je pense à son corps réel, absent, plus ce corps disparaît et devient une ombre, plus rien. Il y avait encore 2 questions que je vous posais. Il y avait une question sur en quoi ce poème-là est lié à ce mouvement du surréalisme. Précisément parce qu'il y a cette confusion entre la réalité et le rêve, où le rêve devient plus réel que la réalité, ou la réalité moins réelle que le rêve, et on est dans une sorte de balancement, balance sentimentale, avec en plus beaucoup de termes pour montrer justement un certain doute. Vous avez sans doute. Quand on dit sans doute, on n'est pas tout à fait sûr. On a plusieurs fois aussi peut-être. Il ne me reste plus peut-être. Et pourtant, on voit qu'il y a quelque chose qui est hésitant ici. Donc, on est dans une réalité qui est au-dessus de la réalité. Dans le rêve, dans un monde parallèle, mais qui devient plus réel que la réalité. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale du surréalisme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Ce qu'il décrit, il le ressent de cette façon-là. Les rêves qu'il fait, il les fait réellement. Mais ça n'est pas la réalité éveillée. Il dort debout. Donc, il est réveillé et il est pas tout à fait dans la réalité. Où il dort tout en étant réveillé. On voit que tout ça est totalement impossible dans une réalité ordinaire, mais possible pour un surréaliste. La dernière question qui vous était posée, c'était pourquoi ce texte-là, on peut dire que c'est un poème. On a pas mal travaillé sur des poésies dans les cours précédents et on cherchait des vers, des rimes, des
rythme. Et ici, on n'a pas l'impression que c'est de la poésie, on n'est pas dans une forme versifiée. Mais on peut quand même dire que c'est de la poésie parce que ce qui est important dans ce texte-là, c'est la manière dont on joue avec le langage. La présence de répétition, par exemple, avec ce j'ai tant rêvé de toi qui revient comme une sorte de refrain, nous rapproche de la poésie. La présence d'autres répétitions, hein, fantôme parmi les fantômes, plus ombre 100 fois que l'ombre, on voit ces sons qui reviennent, qui donnent un aspect un peu rythmé et musical à ce texte-là. Ça aussi, ça nous rapproche de la poésie. Et puis, une autre manière de répondre à cette question-là, pourquoi c'est quand même de la poésie, c'est qu'il est difficile de classer ce poème-là dans un autre genre. On n'est pas dans un récit, on nous raconte rien dans ce poème-là. Il n'y a pas vraiment la possibilité d'utiliser un schéma narratif et puis de raconter une histoire. Donc, on va se rapprocher de la poésie. C'est ce qu'on appelle un poème en prose. La prose, c'est simplement écrire des paragraphes en revenant à la ligne seulement quand on est au bout de la ligne. Et ici, c'est bien ce qui se passe, même si vous remarquez que la manière dont les paragraphes sont construits est assez particulière. Hein. D'habitude, vous avez le retrait qui va vers l'intérieur du texte au début du paragraphe, et là, ce n'est pas le cas. Donc, la forme est quand même particulière. Puis on a même quelques vers. La première ligne, on pourrait dire que c'est un vers. C'est sur une seule ligne. Ou le haut balance sentimental au milieu du poème, on pourrait dire que c'est une sorte de vers. Sauf que le reste, c'est des passages plus longs qui sont sous forme de prose. Donc voilà, au XXe siècle, beaucoup de poèmes, déjà au XIXe siècle d'ailleurs, vont justement dépasser cette opposition entre les vers, les poèmes où on compte les syllabes alexandrins, etc. Et on fait des rimes croisées, plates, masculines, féminines, tout ça. Et libérer la poésie de ce cadre qu'il trouvait trop rigide, et pour exprimer dans la démarche surréaliste une certaine liberté de l'esprit et montrer comment l'esprit fonctionne en réalité, eh bien, l'esprit, en réalité, n'exprime pas ce qu'il vit en faisant des alexandrins. Personne ne parle en alexandrin, en tout cas, dans la vie quotidienne. Voilà, c'était quelques pistes autour de ce poème « J'ai tant rêvé de toi ». J'espère qu'il vous rend le texte un peu plus facile à comprendre. Dans le surréalisme, c'est toujours difficile de saisir exactement où veut en venir l'auteur. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas ça qui compte, où veut en venir l'auteur. Ce qui compte, c'est plutôt d'aller regarder un peu comment il exprime une certaine réalité.